Amis sportifs, bonsoir, bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est un nouveau mois qui démarre, un mois qui, comme vous le savez, est entre autres marqué par la célébration de la Journée internationale de la femme. Bienvenue dans cette première édition de la Nuit du Sport, de ce mois de mars. Deux grandes articulations au menu comme d'habitude avec un post-actu, le bilan de la 50e édition de l'ascension du Mont Cameroun. Nous sommes là à l'athlétisme. On tentera un peu de comprendre ce qui s'est passé. Vous le savez, c'est une édition qui s'est déroulée sous fond d'explosion aussi. On fera le bilan tout à l'heure dans la pause actu. Et puis, dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat, on s'intéresse au football professionnel de plus en plus. Vous l'avez constaté, certains clubs qui réclament les subventions, l'arbitrage contesté dans les terrains. C'est un championnat qui de plus en plus inquiète. Et ce soir, on se demande si au Cameroun, le football professionnel est en péril. Ce sera en tout cas la grosse problématique de cette émission. Quatre invités ce soir pour débattre autour de ces sujets et de bien d'autres. J'ai le plaisir de recevoir Paul Ekango-Panlo, c'est le président régional des socios du canon sportif de Yaoundé pour le littoral et le sud-ouest. Paul, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous mes co-débattants de ce soir. Le plaisir, encore une fois, de plus pour moi d'être sur ce plateau, comme à l'accoutumée, et j'ose espérer que nos millions de téléspectateurs seront, n'est-ce pas, ravis par la qualité de nos débats et surtout seront enrichis un peu par les conclusions de tout ce que nous aurons débattu ici ce soir. Merci en tout cas d'être là également en plateau ce soir, notre confrère Clobert Yompan qui est actuellement au Cameroun. C'est un journaliste sportif basé du côté de l'Allemagne. Clobert, bonsoir. On dit quoi? Gunat mitak. Guten Abend. Voilà. Bonsoir Lydie et bonsoir à tous les copanélistes. Merci une fois de plus de me faire l'amitié d'une invitation. Yves Désiré Ekwala, c'est le directeur de communication de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Yves, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir Clobert, bonsoir à Paul, bonsoir à tous les téléspectateurs de Spectrum Télévision et du programme La Nuit du Sport. Et notre dernier invité, c'est Tchadja Fumba, qui nous fait le plaisir d'être là au plateau ce soir. Ancien manager de club. Tchadja, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les co-panélistes. C'est un plaisir pour moi d'être là en ce début de mois et vraiment très ravi de commencer le mois avec vous et sur cette chaîne, que les débats soient vraiment à la hauteur du panel. Ça sera le cas. Sans transition, dans la première partie de cette émission consacrée à la pause actu. Alors, j'ai une petite question à poser à Clobert, vous qui êtes plus basé du côté de la diaspora. On a regardé ces jours-ci, depuis hier notamment, l'actualité au niveau de la France, la Fédération française de football. Finalement, le président, l'ancien président Noël Le Graët a déposé sa démission et ce jour on a vu que cela soulève également toute une polémique du côté de la France, ses avocats qui estiment que la ministre des Sports s'est ingérée, elle voulait absolument le voir partir, etc. Dans la foulée, il y a l'affaire Corinne Diacre. Quelle est l'analyse justement que vous portez par rapport à cette sortie du président de la Fédération française de football? Lydie, la première chose qu'il faut dire, c'est que de par cette actualité avec Noël Le Graët, on comprend que le sportif seul ne suffit plus. Noël Le Graët, faut-il le rappeler, a un bilan plus qu'élogieux, vice-champion d'Europe en 2016, champion du monde en 2018 et maintenant encore vice-champion du monde avec l'équipe de France. Donc s'il fallait le juger sur le sportif, il a fait mieux que beaucoup de ses prédécesseurs. Mais Noël Le Graët, c'est aussi beaucoup de sorties de route. C'est celui qui estime que le racisme dans le football n'est vraiment pas
représentatif à un moment où le monde entier s'unit pour lutter contre le racisme dans le football. C'est quelqu'un aux sorties très sexistes, au comportement très sexiste qui frôle presque la ligne rouge, mais c'est quelqu'un qui a osé toucher aux interdits. 2 interdits le précipitent. Le premier interdit, c'est Mbappé. On ne touche pas Mbappé. Après l'euro raté de l'équipe de France, il s'attaque à Mbappé, ce qui fait que dans les médias, les deux s'échangent de politesse et il ose toucher Zinedine Zidane, qui est quand même une majesté, qui est un interdit déclaré que si Zidane lui téléphonait, il ne devrait même pas le décrocher, que peu importe où Zidane signait, ça ne l'engage en rien. C'est ça qui, en fin de compte, précipite Zidane. Et la seconde analyse qu'on peut faire, c'est que le politique, partout dans le monde, c'est lui qui monte la direction à suivre. On se serait dit qu'en France, où la fédération... Donc on dit que non, le politique ne doit pas s'ingérer. Non, non, où la fédération... Oui, ce sont les écrits, mais on se rend bien compte dans la pratique que lorsqu'on veut vous pousser à la démission, lorsqu'on ne veut plus de vous, tous les moyens sont possibles et le pouvoir politique a tous les moyens. Vous avez bien vu que dans le rapport qu'on a rédigé, succinctement, il n'a pas été dit que Noël Le Graët sera condamné, mais elle a tiré la conclusion selon laquelle, compte tenu des accusations qui pèsent contre lui, compte tenu de ses différentes sorties, compte tenu de son comportement, il ne serait plus la personne indiquée pour diriger l'équipe de France et pour diriger la Fédération française de football, et des pressions ont donc été exercées sur les membres du comité exécutif. Et quand vous n'avez pas le soutien du comité exécutif, vous ne pouvez plus rester. Il en a tiré les leçons et il a décidé de se retirer. Il y a quand même quelque chose qui se passe et qu'il faut préciser, parce que même BFM TV a induit beaucoup de personnes en erreur hier en déclarant que Noël Le Graët a quitté la tête de la Fédération française de football et qu'il a été nommé président du pôle français ou du pôle parisien de la FIFA. Oui. Il faut rappeler que cette nomination date de janvier 2023. Cette nomination n'est pas d'hier. Et la réflexion à la FIFA aujourd'hui, c'est plutôt celle de savoir si quelqu'un sur qui des accusations pèsent comme Le Graët, qui a démissionné de la tête de la Fédération française de football, est encore à même de pouvoir diriger le pôle français de la Fédération internationale de football. Vous parliez de Corinne Diacre, c'est un peu la conséquence de Le Graët. Vous savez que c'est un soutien de Le Graët. Elle a été une des rares personnes, lors de chaque sortie de route de Le Graët, à soutenir Le Graët. La bande Amandine Henry et toutes les autres ont senti que son mentor est dans les cordes, c'est le bon moment pour tenter la contre-attaque. Est-ce que la Fédération française de football, qui a décidé de repousser l'échéance à mars, va soutenir Diacre contre au moins 5 cadres de cette équipe-là, Josué Tansi? Josué Tansi. Peut-être, Paul, une petite réaction aussi par rapport à cette autre actualité? Oui, pour prendre au rebond mon co-panéliste, pour dire que Corinne Diacre ne pourra pas faire le poids face à la Mada. Je pense que le glas sonné pour elle également. Ce n'est qu'une affaire de temps. C'est des gros cadres de l'équipe de football féminin qui sont quand même partis. Le capitaine, pour revenir à ce que Wendy Renard, c'est quand même une personnalité dans le football féminin et pas des moindres. Donc qu'une personnalité comme ça là donne de la voix et qu'elle soit suivie par 4 autres cadres. Et encore, des indiscrétions nous font savoir que d'autres, dans les tout prochains jours, vont suivre si il n'y a pas une réaction telle qu'on a vu au niveau donc, et de l'autre, moi je pense aussi que c'est la fin d'une époque aussi, parce que ce soit Corinne Diacre, que ce soit Noël Le Graët, c'est quand même un certain nombre de temps à la tête de ces fédérations, à la tête de l'équipe de France. Donc ils auraient dû s'arrimer aux nouvelles générations, parce que les nouvelles générations qui sont arrivées, que ce soit en équipe de France avec Mbappé, qui aujourd'hui est l'un des patrons du football français. Ça, qu'on le veuille ou non, il a beau être jeune, mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui a son mot à dire dans le football français, que ce soit au niveau de l'équipe féminine. Donc c'est la fin d'une époque
Mais c'est vraiment dommage que cela se fasse avec des scandales, avec ces sorties de route qu'il définissait tout à l'heure. Zidane, c'est une institution. Tout à fait. Et c'est le genre de joueur qui, après sa carrière, est dans son coin, ne se mêle pas, ou alors du moins pas visiblement, pas de manière visible, des affaires de la fédération. Donc, c'était peut-être la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et voilà. L'idée peut être plus concret parce que c'est exactement le sujet Zidane qui précipite Noël Le Graët. Absolument. Mais il faut dire que ce n'est pas surprenant que Le Graët ait réagi ainsi. Avant la Coupe du Monde, il était acquis que Zidane deviendrait le sélectionneur de la France. Absolument. Après la Coupe du Monde. Parce que personne, avec les blessures et l'équipe qu'on voyait, personne ne voyait la France arriver à ce niveau. Jusqu'à la finale. Donc, tout était fait pour que Zidane prenne la tête de l'équipe de France. Et c'est pour cela que Zidane avait rejeté l'offre du Real qui était revenue, l'offre de Manchester United, la grande offre du Paris Saint-Germain, parce qu'il se préparait à prendre l'équipe de France. Ce que Deschamps n'avait pas apprécié. Absolument. Sauf que Deschamps, en 2012, fait le même coup, et peut-être pire. À Laurent Blanc. À Laurent Blanc, ça c'est clair. Qui engage les négociations avec Le Graët. Oui. Avec Le Graët, alors que Laurent Blanc est coach. Ce qui fragilise Blanc et qui sème le trouble dans le groupe France 98. Et vous savez que c'est un groupe très soudé qui aujourd'hui a presque volé en éclats. Deschamps a nuitamment presque quitté le groupe. Donc, après la finale de la Coupe du Monde, les choses se passent comme elles se sont passées. C'est les sponsors qui poussaient Le Graët à prendre Deschamps. Quand on discutait avec des confrères là-bas, il était acquis que ce serait Zidane. Il disait Deschamps peut même remporter la Coupe du Monde, ça n'intéresse personne. C'est le tour de Zidane. Or, Deschamps n'appréciait pas. Le Graët aussi n'appréciait pas. Mais fort du parcours de l'équipe de France, il s'est dit, j'ai au moins le résultat sportif que je peux faire prévaloir. Et il a pris sur lui, sans consulter le comité exécutif. Parce que c'est lors de la dernière réunion du comité exécutif que le comité exécutif entérine la prolongation de contrat de Deschamps. Il a pris sur lui de proroger, non pas de 2 ans, comme il est de coutume, mais de 4 ans. Donc quand on lui pose la question à propos de Zidane, il sent bien que c'est une provocation et il veut passer un message à Zidane. Et c'était le message de trop. Voilà, merci bien pour vos analyses par rapport à cette actu. On va s'intéresser ici au Cameroun à l'Office national des infrastructures et équipements sportifs ONIES. Vous savez, cela a été créé le 17 août 2022 par décret présidentiel et a eu la nomination évidemment par décret toujours des premiers membres de cet office. Et la semaine dernière, ces membres ont été officiellement installés dans leurs nouvelles fonctions par le ministre des Sports et de l'Éducation. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Yaoundé. Nous proposons de revenir sur cela dans ce reportage d'Olivier Bouzique. Nommé par décret présidentiel le 6 février dernier, Joseph-Antoine Bell a été installé par le ministre des Sports dans sa nouvelle fonction de président du comité d'orientation de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs. Sont également installés au cours de cette cérémonie tous les administrateurs de l'ONIES nommés par le décret du chef de l'État. Leur feuille de route est claire. Il leur sera loisible de rechercher et de développer des partenariats avec des entités nationales ou internationales en vue de la maximisation et de l'optimalisation du rendement de l'ONIES. Il leur appartiendra aussi d'émettre des avis ou des propositions de mesures ou de projets concourant au développement des infrastructures et équipements sportifs sur l'ensemble du territoire national. L'ONIES se présente comme une structure visionnaire et révolutionnaire d'importance stratégique pour le destin des magnifiques infrastructures de notre pays et dispose par conséquent d'importantes missions en matière de maintenance préventive et curative, réparatrice et prospective.
Ils devront donc veiller à sauvegarder en bon état les infrastructures sportives récemment construites pour la CAN 2021. Quitte à solliciter l'expertise étrangère si nécessaire. Les membres de l'ONIES pensent avoir pris la mesure de la tâche. Donc on est là pour qu'on sache comment on utilise les infrastructures, pour qu'on sache comment on les maintient, pour qu'on sache comment éventuellement on les rénove quand il y a quelque chose et comment on les sécurise, comment on fait quand il manque quelque chose. On ne peut pas prétendre aujourd'hui qu'on a déjà tout fait. On devrait pouvoir dans l'avenir, proche ou lointain, faire des infrastructures, concevoir des infrastructures novatrices. Donc comment on va innover? C'est une cinquantaine d'infrastructures ainsi à leur charge. Ils se sont directement mis au travail. Alors, Tchatcha Femba, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs, on va dire quoi, ça prend forme de plus en plus. Oui, mais ça prend forme. Après le décret portant création de la structure, il y a des hommes. Maintenant, il faudrait que ça aille vite parce que quand on regarde le niveau de dégradation de ces infrastructures, il est temps que l'équipe vraiment se mette en place et que le cahier des charges soit vraiment bien défini. Parce qu'en tant que ministre et Joseph-Antoine Bell, il me semble que les deux ne convergent pas vers les mêmes... De quelle façon? Qu'est-ce qui vous amène à dire ça? Parce que d'un côté, Joseph-Antoine Bell, lui, pense dans l'encadrement de l'existant, c'est-à-dire l'utilisation, comment utiliser, comment encadrer, comment... Entretien. Le ministre, lui, il est dans la finition du chantier. Il est dans la finition, lui, il se projette dans les constructions. Et puis, c'est pour ça que Joseph-Antoine a essayé de recadrer lors de son interview par rapport au discours du ministre. Il y a un peu... Bon, maintenant, on ne sait pas si... Je n'ai pas lu le cahier de charges des missions de Joseph-Antoine Bell, mais s'il prend la parole pour aller dans ce sens, ça veut dire que peut-être il souhaiterait que ce soit ça, même si ce n'est pas ça qui lui a été ordonné. Maintenant, il faudrait aussi qu'on ait une éducation de masse. Il faudrait aussi qu'on éduque les spectateurs qui vont dans les stades, on éduque les services qui sont liés, qui sont nommés pour gérer. Parce qu'il faudrait noter que dans ces infrastructures, il y a d'abord des gérants qui sont issus du ministère des Sports. C'est-à-dire, il y a les directeurs. Il faudrait qu'ils respectent les normes techniques requises pour cette infrastructure. Parce que quand vous regardez les pelouses, quand vous voyez la pelouse de l'annexe 1, qui est l'une des meilleures pelouses au Cameroun, m'a-t-on dit, par rapport aux experts en pelouse du Cameroun, nous ont fait comprendre que la pelouse de l'annexe 1, l'annexe 1, la réunification, est l'une des meilleures pelouses parmi toutes ces pelouses. Mais quand vous voyez son niveau de dégradation, parce qu'il y a une surexploitation, il faudrait qu'on respecte les éléments techniques. J'espère que cet office sera vraiment très dur et rigoureux et regardant pour dire, par exemple, cette aire de jeu ne peut qu'habiter 4 heures ou 2 heures par jour, par semaine, par match, et qu'on essaie de respecter. Et respecter également au niveau des gradins, que nous, les spectateurs, quand on va au stade, qu'on essaie d'avoir une culture. Vous voyez les gens mettre les pieds sur les chaises n'importe comment, les gens marchent sur les chaises, les gens finissent de manger. Donc, l'entretien, c'est toute une éducation de masse, c'est une éducation de savoir entretenir un meuble qui est pour nous. C'est pas parce que c'est l'État, c'est pour nous. Si on n'entretient pas demain, on va s'asseoir où? Donc, il y a tout cette... Vous voyez des gens, il y a des toilettes réservées, mais vous voyez des gens se mettre à l'aise n'importe comment. Vous voyez, donc, il y a tout ce facteur qu'il faudrait que l'office essaie d'éduquer, soit par des campagnes. Bon, il y a des gens mieux futés en communication qui vont savoir comment. Donc, mais il faudrait que l'office essaie de communiquer dessus et préserver les acquis, penser à... Maintenant, quand tout cela est fait, quand il y a la préservation des acquis, il y a une meilleure utilisation de ces infrastructures, on peut maintenant penser à la rentabilité. Parce que c'est un investissement, il faut rentabiliser. Et c'est là qu'il faut déployer une équipe de marketing pour pouvoir aller chercher. Il y a des événements qu'on peut faire, qu'on peut exploiter, et tout ça en respectant toujours des normes techniques. Vous voyez un peu, vous voyez qu'il y a des événements qui se font là sans support. Alors que quand on est sur un stade, il y a des supports, il y a des planchers qu'on met pour préserver la pelouse. Vous voyez, quand vous voyez dans d'autres pays, dans d'autres stades, quand on exploite un concert, un événement, on met des planchers, la pelouse n'est pas affectée.
on fait une construction, on met les planchers de 10 cm, 15 cm. La pelouse n'est pas affectée. Et l'événement fini, on enlève. Donc il faut penser aux choses. Vous voyez, on fait encore des événements sur des pelouses. Des gens marchent, les spectacles, on monte, on descend. Donc ça décale la pelouse. Et dès que l'événement finit, le lendemain, il y a match. Ou bien l'événement finit à 14h, il y a match à 17h. Donc, sans compter, je ne vais pas citer les corpos et vétérans qui jouent les matchs n'importe comment. Je ne vais pas citer. Donc, il faudrait une certaine harmonie entre la direction des stades et l'office. Parce que je sais qu'il y aurait un combat là. Entre la direction des stades, il y aurait une incompatibilité. Parce que la direction des stades aussi, va vous dire, le ministre attend, il y a des exigences financières, il y a des rendements. Il faudrait qu'on essaie vraiment de mettre chacun à sa place et de pouvoir créer une certaine symbiose pour que ces deux entités puissent travailler afin que nos infrastructures perdues, que 20 ans, 30 ans après, qu'on revoie ces infrastructures, qu'on ne retombe pas sur le fameux stade de Omnisport de l'unification de 72, quand on a le stade privé sur nous, alors que le stade n'avait pas encore 15 ou 20 ans d'existence. Donc, il ne faudrait pas qu'on arrive là. Donc, les erreurs du passé doivent nous servir pour que l'avenir nous permette de préserver des bonnes choses à nos enfants et nos petits-enfants. Est-ce que c'est un peu la même lecture dans l'ensemble, Yves Désiré? Voilà. Vous, par exemple, vous êtes au niveau de l'athlétisme. Il y a ces infrastructures qui existent. Maintenant, voilà, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs qui est créé avec à sa tête Joseph-Antoine Bell. On a suivi la cérémonie d'installation des membres il y a quelques jours par le ministre des Sports. Le ministre qui estime que c'est une structure visionnaire et révolutionnaire. Vous, au niveau des autres sports, en dehors du foot, quelles sont peut-être vos attentes par rapport à ça? Pour moi, déjà, je dis félicitations à toutes ces personnes qui ont été installées. Avoir quand même Joseph-Antoine Bell à la tête d'une structure telle que celle-là, on espère tout simplement que, avec son vécu, son expérience, ou alors sur son carnet d'adresse, on envisage qu'il puisse nous accompagner dans le sens de sauvegarder ce que nous avons aujourd'hui, sauvegarder les acquis. Maintenant, au niveau des fédérations qui sont hautes, telles que la fédération de football, enfin, les autres fédérations qui utilisent ces infrastructures, le problème pour nous va être aujourd'hui de ce que nous puissions quand même, avoir la possibilité de nous entraîner, de faire nos compétitions, et éventuellement que ça ait moindre coût que d'habitude. Parce que j'ai dit ça plusieurs fois sur ce plateau, que lorsqu'on organise une compétition nationale ou internationale, nous sommes obligés de verser de l'argent à la direction, à la coordination des stades. Ce qui a un coût quand même énorme. Le palais des sports, par exemple, il faut le payer, il faut le louer pour organiser une compétition, je sais pas moi, de basket, de handball, de volleyball et compagnie. Si maintenant on pourrait avoir, je sais pas moi, un petit rabattement, une possibilité, parce que je vous dis, au Cameroun, on a uniquement le stade Amadou Idjo de Yaoundé, où on peut s'entraîner, les athlètes peuvent s'entraîner normalement. À Douala, c'est pas encore le cas. Qu'on puisse quand même avoir la possibilité, nous également, de profiter de ces infrastructures que le chef de l'État a bien voulu mettre à notre disposition pour la jeunesse camerounaise. On espère que nous en allons en bénéficier. Mais à côté de cela, je pense qu'il était vraiment temps que un organisme pareil soit mis sur pied. Parce que j'ai dit ça plusieurs fois. Et il faudrait absolument qu'on puisse non seulement, Charles l'a dit tout à l'heure, qu'on puisse absolument sensibiliser les gens. Parce que quand vous arrivez au stade, vous avez des gens qui collent. Après avoir acheté des chewing-gums, ils les collent sur le siège, où ils posent les pieds par-dessus, où ils jubilent et ils tapent les mains. Bref, je crois qu'il y a une question de culture. Il faut sensibiliser. Honnêtement, il faut sensibiliser les gens. Les stadiers ne suffiront pas pour pouvoir dire enlevez les pieds, faites ceci. On a un problème de comportement. Et à un moment, je dis, une structure telle que celle-là, on espère tout simplement qu'à un moment, on va pouvoir y arriver. Parce que c'est, comme a dit le ministre, d'abord c'est préventif, c'est curatif. C'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde a parlé ici de l'état des pelouses, l'état des gradins. Moi, je fais quand même le tour. Je peux vous dire ici sur Douala, par exemple, je regarde le stade Mbappé-DP, où je vois quand même le coordonnateur qui se bat à entretenir ce stade de manière régulière. Maintenant, alors, avec les gazons qu'ils ont, est-ce qu'il y a un temps d'utilisation du gazon? Je veux dire que, est-ce qu'on peut dire, on joue pendant, je sais pas moi, 2 rencontres, il faut l'entretenir pendant 24 ou 48 heures. Le problème maintenant qui peut me se situer, c'est que eux, techniquement, peut-être ils veulent le respecter, ça peut être ça le problème aussi, mais maintenant, ils ont des cahiers de charges.
ils ont des cahiers de charges, c'est-à-dire que le ministère attend d'eux un certain un certain résultat financier, même pas forcément l'entretien. Donc à un moment, c'est un peu difficile peut-être pour eux, c'est-à-dire le moindre conseil, ils sont prêts à vous donner le stade, la moindre campagne d'évangélisation, ils sont prêts à livrer le stade. Je sais pas moi, une kermesse. Le problème, c'est qu'il faudrait que ces grilles soient normalisées, normées. Vous pouvez normaliser. Je prends un cas scène. Vous venez à l'annexe numéro 1, vous voulez 2 heures. On vous dit 400 000. Vous allez en Mbappé, vous voulez 2 heures. On vous dit peut-être 500 000. Yves revient à l'annexe, il demande 2 heures, on lui dit 300 000. X repart en Mbappé, on lui dit 700 000. Oui, finalement, alors c'est combien? Voilà, donc ça veut dire que moi je ne suis pas contre, je suis pas contre. Bon, il faut que ce soit normal. Au risque de me tromper. Au risque de me tromper. C'est que non seulement il peut ne pas avoir la régularité de la demande du stade. OK. Mais également, c'est à la tête du client. Ça veut dire qu'une entreprise, je vais dire n'importe quoi, de téléphonie qui arrive, vous n'allez pas leur donner le même montant que moi, monsieur Lambda, qui voudrait jouer avec mes copains pour le deuil de mon arrière-grand-mère. Je vais dire que moi, l'office doit normaliser cela. Ça veut dire qu'il y a une tarification, dit, les sociétés téléphoniques, l'heure c'est 100 francs. Les sociétés pétrolières, l'heure c'est 10 francs. Les clubs, l'heure c'est 10 francs. Les détections, l'heure c'est ma d'exhibition, l'heure c'est. Oui, mais après. Qu'une grille sorte et que le ministre signe, là, n'importe où vous avez votre grille, vous savez que vous pouvez faire. Et là, maintenant, on essaie de les fixer les objectifs sur cette grille. Vous voyez un peu. Il y a tous ces stades dans les caméras. Si le stade est exploité, on va savoir. Tous ces stades dans les caméras. Mais moi, maintenant, j'ai une autre préoccupation. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils sont soumis à des résultats attendus par leur tutelle. Mais l'autre chose qui m'embête à des moments, c'est qu'il faudrait se dire, est-ce qu'il y a un temps de, passez-moi l'expression, de récupération ou de régénération, de la pelouse? Absolument. Quand vous regardez, vous vous rendez parfois compte que Isu le stade, il est surexploité. Et c'est pour ça qu'on a peut-être des pelouses à un moment qui sont dégradées. Moi, je pense que voilà des éléments sur lesquels, à mon humble avis, on devrait absolument, l'ONIS devrait avoir un droit de regard. Fort heureusement, je crois qu'il y a quand même des gens rompus à tâche. Je connais la dame qui est dans l'heure, la collaboratrice de Joseph Antoine Bell, celle qui est coordonnatrice du stade de Limbé. Bon, je vois un peu comment il a entretenu. Je me dis quand même qu'elle peut avoir quand même cette expérience là-dessus. Elle a fait le Coupe d'Afrique féminine. Oui, donc je pense quand même que bon, c'est ce type de personnes, j'espère, qui sont assez aguerries pour pouvoir nous aider à préserver ce que nous avons aujourd'hui. Peut-être une réaction rapidement, Clebert, et puis Paul, et on va parler athlétisme. D'abord, souhaiter bonne chance à Jojo et dire enfin. Jamais. En 96, quand Joseph-Antoine Bell rate la présidence d'Africa Foot face à Vincent Onana, nous sommes tout jeunes et nous disons que c'est un gros gâchis, que c'est peut-être un rendez-vous manqué avec l'histoire. Heureusement que le président IA vient après et essaye quand même essaye de développer le football. Donc, il y a longtemps qu'on estime qu'il faille quand même que ceux qui ont défendu les couleurs du Cameroun à un tel niveau et qui ont la compétence pour pouvoir faire quelque chose puissent en avoir la possibilité. Aujourd'hui, c'est fait. Donc, je me dis que le chantier est très vaste. Je fais mien toutes les observations que mes copanélistes ont fait et je crois qu'un stade les stades aujourd'hui peuvent être véritablement rentabilisés. Je vais prendre simplement 2 petits exemples. Au Cameroun, lorsqu'on prend les stades, on va dire stade de la réunification de Douala, on va dire stade omnisport de Yaoundé, par exemple. À l'étranger, pour prendre l'exemple de l'Allemagne, les stades portent les noms des sociétés. Donc, c'est déjà le marketing, c'est déjà la vente. Quand on dit Alliance Arena, Alliance a mis près de 70 milliards pour la construction du stade de Munich.
Le stade de Offenheim, c'est PreZero Arena, c'est une société. La plupart des stades portent les noms des sociétés. Et quand vous regardez les matchs, il y a plusieurs sociétés qui sont directement rattachées au stade, peu importe la compétition qui se joue dans ces stades-là. Donc, quand vous prenez l'Alliance Arena de Munich, vous avez Audi, vous avez BMW, ils sont directement rattachés au stade, peu importe la compétition qui se joue là-bas. Donc, c'est un champ qu'il va falloir aussi peut-être exploiter au Cameroun. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas que les rencontres de football qui peuvent rapporter quelque chose. Un seul exemple, un match de Vladimir Klitschko de boxe rapportait 6 fois plus qu'un match du Bayern de Munich dans la même enseigne. Donc, il y a beaucoup d'autres événements qui peuvent rapporter. Souhaitons simplement que la collaboration soit saine, qu'ils aient la main libre pour travailler. On a connu le joueur, on jugera le manager. Paul, c'est le même avis. Oui, je confirme bien ces analyses. La chute de Claubert. Ça m'intéresse. Non, je disais, et il faut déjà, dans un premier temps, bien connaître les missions de l'Office. Il ne faut pas qu'il y ait une dichotomie entre l'Office et les responsables nommés par le ministère des Sports, qui sont en place actuellement. Alors, si l'Office a pour mission de la gestion des infrastructures, la gestion, quand je dis gestion, ça veut dire dans tous les sens du terme. Il faut bien qu'on trouve au casier ces responsables du ministère qui sont là nommés, qui sont là pour l'instant. Ça, il faut déjà régler ce problème. Maintenant, en parlant donc de gestion, mon co-panéliste l'a dit tout à l'heure, les infrastructures sont mises en place, c'est pour être utilisé. Ils sont mis en place pour que la jeunesse puisse exercer là-dedans. L'une des choses qui est un peu sur lesquelles nous avons toujours tablé, nous avons toujours parlé ici, c'est la qualité du football produit par nos jeunes. Ben, si les jeunes, des infrastructures de qualité sont mises à leur disposition dès le bas âge, eh bien, nous attendons à ce qu'à un certain niveau, ça ne sert à rien de construire des infrastructures et de les garder. Oui. Certains ne sont pas utilisés. Et on est surpris. Non seulement ils ne sont pas utilisés, mais ils ne sont pas entretenus. On a fait des trucs qu'on a laissés. Les intempéries, le soleil, tout, viennent là et brûlent le gazon. Oui. Et le gazon, on est surpris. Oui, et il y a le cas du stade qu'il évoquait tout à l'heure, qui est surutilisé par contre. C'est incroyable. Vous avez dans la ville de Douala 4 ou 5 ou 6 stades. Mais on vous programme 3 matchs sur un seul stade. Et les autres sont vides. Moi, je ne comprends pas. La dernière fois ici, là, j'étais obligé d'aller demander un stade, le stand Papilépé, parce que quand le canon est arrivé, j'ai logé le canon à la cathédrale, et tout c'est le stade. Et au départ, mais c'était d'une extrême facilité. Je suis arrivé, le coordonnateur était même surpris. Je lui dis, écoute, je viens prendre le stade, est-ce que je peux avoir une tranche horaire pour les entraînements? Il me dit, mais non, le stade est là à votre disposition. Et contrairement à ce que les gens pensent, les coûts, je n'ai pas payé ce que j'entends souvent dire. Non, j'ai payé 50 000. Mais pas ces canons. Oui, je suis d'accord. Et je fais ces révélations parce que, je le dis parce que... Vous connaissez ce que l'Union a payé? L'Union a payé pour là-bas ou bien Ast va faire non, c'est pour ça que je suis en train de dire. Je suis obligé. Je fais mais c'est ces canons, sauf... Non. Mais on connaît qui est canon. Canon et canon commandeur. Canon. On connaît aussi Union de Douala. Peut-être aussi, peut-être c'est l'entre-gens, peut-être c'est l'approche, peut-être. Moi, c'est ce que je voulais. Ce que je voulais dire, c'est le nœud même. Oui, c'est pour arriver. En fait, je suis dans le même sens que toi en parlant d'harmonisation et du type. Par exemple, si les clubs de première ou deuxième division veulent s'entraîner, que la tranche, par exemple, leur soit accordée à un coût vraiment assez raisonnable. Ouais. Et de l'autre côté, que les infrastructures sont mises à disposition, mais que ce que cela génère, c'est-à-dire rentre d'abord dans le cadre de l'entretien de ces infrastructures. Je trouve impensable qu'on me dise que non, le ministère attend le retour. Mais
ces infrastructures. Le gazon a besoin d'être arrosé. Comment dirais-je, l'électricité tout autour du stade a besoin, je sais pas, de nettoyage, parce que quand ça on utilise les vestiaires doivent être nettoyés. Ça sert à quoi de collecter de l'argent et renvoyer au ministère, je dis n'importe quoi, je n'ai pas dit que c'est ça, mais je dis non. Si c'est harmonisé, on saura que il y a des clés de répartition. Comme les recettes du stade, on sait que quand la recette vient, il y a 40% qui va ici, 20% va ici. Donc, il y a des clés. Donc, à chaque entrée, ça fait en sorte que non seulement, et j'ose croire, connaissant la personne de Ben Joseph-Antoine, que il a dit tout à l'heure, l'homme, pas le joueur, l'homme. Pas l'administrateur. C'est un défi pour lui parce que depuis toujours, après la FECAFOOT, que nous avions d'ailleurs tous les acteurs sportifs, n'est-ce pas, c'était un vœu pour nous qu'enfin les sportifs eux-mêmes prennent en charge la chose sportive au Cameroun. Et c'est comme ça que nous allons certainement arriver tout à l'heure, que nous avons accueilli l'arrivée de Samuel Eto'o, par exemple, à la tête de la FECAFOOT. Bon, aujourd'hui, c'est ce que c'est. On va y arriver certainement. Mais j'ose croire que sur ce côté, Ben Joseph-Antoine, c'est un challenge. Et tu évoquais son discours là tout à l'heure. Lui, si tu as remarqué dans son discours, il est allé de manière globale. C'est-à-dire, comme quelqu'un qui a été professionnel et qui connaît, n'est-ce pas, quel est le problème dans la gestion d'une infrastructure. Je suis sûr, et on en reparlera ici, que beaucoup d'atomes crochus vont se présenter dès les tout premières actions qu'il va mettre en place. Et on en reparlera ça. On attend de voir. On ne va pas dessiner le diable. Non, on ne dessine pas. Mais on en reparlera certainement. D'accord. Yves Désiré Ekwala, l'athlétisme avec vous pour refermer cette première partie de l'émission. Samedi dernier, c'était l'ascension du Mont Cameroun à Buea dans la région du Sud-Ouest. C'était le 50e de cette course et c'est une célébration qui a été marquée par une explosion et à cet effet, il y a le gouverneur du Sud-Ouest qui a tenu quand même à apporter une certaine précision. On reparle de la course, des vainqueurs et de la réaction du gouverneur dans ce reportage de Christelle Asek. The 28th edition of the Mount Cameroon Race of Hope has taken place today, February 25, 2023, in Buea, chief town of the southwest region of Cameroon. This event, that falls in with the celebration of the 50th anniversary of the race, was smeared with blood from a blast that occurred at the Bonduma Gate, where some athletes and spectators were wounded following this incident. Immediately after this unfortunate incident, security measures were stepped with a mixed patrol of the army, police, and rapid intervention battalion forces to arrest the situation. However, no official statement has been made so far to the public as per this explosion. Nonetheless, despite this bitter moment witnessed earlier by the population who came out in their numbers to cheer the athletes, outstanding athletes during this year's edition of the race were awarded cash prizes. Worthy to note, in this 28th edition of the race, Adamu Issa Buba, with jersey number 110, was winner for the senior male category, attaining victory in 4 hours, 39 minutes. Then came Amadou Abdou for the second place, and Elvis Star Winker came in at the third position, all three hailing from the northwest region of Cameroon. While in the female senior category, Tata Karin, the 2022 champion, came first in 5 hours, 18 minutes, 44 seconds to be precise, while Kitang Mildred made it for the second position, and Adamu Irene, third position. La presse qui se mobilise chaque fois qu'il y a cet événement. Et c'est une preuve que la ville de Buea est vivante, que le Sud-Ouest est dynamique et que les populations sont engagées derrière le chef d'État et l'ensemble du gouvernement pour neutraliser totalement ce phénomène du terrorisme.
Et je voudrais que la presse qui est venue à Buea depuis hier soit le porte-parole des populations ici qui ont dit non à la terreur. Voilà pour ces quelques faits marquants de cette 50e édition de l'ascension du Mont Cameroun, la course de l'espoir. Yves Désiré Ikwala, vous étiez justement à Buea samedi dernier. C'est normal, vous êtes quand même directeur de communication de la Fédération camerounaise d'athlétisme au cœur de l'organisation. À quel moment vous avez justement eu l'information en rapport avec l'explosion qu'on a enregistrée? Alors, Lydie, tu permettras d'avoir une pensée pour toutes les victimes, comme j'aime dire, hein, physiques ou alors psychologiques, de cet incident qu'on a connu. Parce que c'est depuis 2017, on a organisé cette compétition, mais il n'y a que cette année qu'on a connu, cet incident. Donc, je vais me répéter en disant cet incident. Alors, quand je dis ça, la course s'est déroulée, j'ai fait dire normalement. Les athlètes sont sortis. Il y a eu l'explosion. En fait, c'est même beaucoup plus par les réseaux sociaux qu'on a eu l'information. Pas beaucoup plus par les réseaux sociaux. Et par un confrère de la télévision nationale, qui en fait est juste à côté pour le citer, je veux dire, c'est Bachom, le preneur de vue de la télévision nationale, qui était juste à côté, et il y a eu l'explosion. Donc il est revenu en disant qu'il ne pouvait plus repartir pour demander pourquoi il était avec Évariste Seyenga. Ils ont relaté les faits. Et quelques temps après, on a donc commencé à voir toutes les images qui ont commencé à circuler, diffuser et tout. L'autre information, c'est qu'effectivement, il y a des gars qui ont été interpellés juste après l'explosion. Donc la course normalement s'est déroulée, mais j'ai failli dire, les athlètes sont partis. Donc quand ça a explosé, les gens n'étaient même pas au courant qu'il y avait eu cette. Les athlètes, ils ont découvert l'histoire après, quand ils sont rentrés du sommet et autres. Donc pour le reste, elle s'est déroulée normalement la course. Voilà donc ce que je peux dire par rapport à la question. Et des informations font état d'une victime. Oui, victime est décédée, une dame qui est décédée hier. Je répète encore, non pas de ses blessures, sauf si les blessures peuvent avoir eu un effet sur ce qu'elle est décédée à une suite de crise cardiaque. C'est une dame qu'on connaît assez, qu'on connaît très bien. Oui. Elle était avec ses 3 enfants et elle assistait à la course jusqu'au niveau de Bianca Entrance. C'est une parenté du président de la Fédération camerounaise d'athlétisme qui est malheureusement décédée. C'est l'épouse de son jeune frère. Donc elle était juste au bord de la rue quand il y a eu l'explosion. Elle a été blessée, elle est repartie avec ses enfants à l'hôpital, les 3. Malheureusement, c'est elle qui s'est éteinte hier matin. Voilà. Toute notre compassion à la famille. Claubert, vous avez quand même suivi cette édition de l'ascension du Mont Cameroun? Je l'ai suivi et c'est inévitablement ce fait qui a retenu l'attention de tout le monde et qui a fait le tour de tous les médias internationaux. Quand il y a un tel triste événement dans une course, on oublie les résultats et on se doit d'avoir une pensée pour les blessés et pour la famille de celle qui en est décédée, peu importe les conditions dans lesquelles elle est décédée. On peut simplement souhaiter véritablement que les pouvoirs publics prennent ce problème au sérieux et qu'un jour, que les Camerounais entre eux puissent parler de la même voix, puissent se serrer, qu'on puisse se lever un matin, aller à Buea sans avoir peur. Quand moi je viens au Cameroun, quand je prends la route de Bonabéry, elle ne doit pas virer à droite. Voilà. Pourtant, on est dans notre pays et on aimerait bien aller découvrir aussi le sud-ouest et le nord-ouest. Ma prière, c'est véritablement de dire que
tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour que la paix revienne, qu'ils puissent le faire. Alors Paul, est-ce que ce qui s'est passé, on sait par exemple que l'ascension du Mont Cameroun, c'est chaque année, au mois de février à Buea, est-ce que peut-être les prochaines éditions, il faut avoir peur, il faut craindre? Précisément, Lydie, c'est cette psychose-là qu'il faut éviter. Il faut l'éviter absolument, absolument. Je tiens ici, d'abord, à présenter mes vives condoléances à la personne décédée et toute ma compassion aux personnes blessées, plus ou moins graves ou même légers. Qui sont soignés. Oui, qui sont soignés, qui ont été bien pris en charge par les pouvoirs publics. Alors, je tiens en le disant, mes félicitations à toute l'équipe de la fédération, parce que Ekwala ici présent, et vraiment toute la fédération, et au ministère des Sports qui ont pris toutes les mesures pour que cela se fasse. Voyez-vous, précisément, c'est ça l'effet qui était attendu. Créer la psychose. Mais dans le déroulé, ce qu'on a vu, c'est-à-dire, on est en train de se rendre compte que non, la population, à un certain moment, commence à en avoir marre de cet état de choses. Et les gens veulent vivre. Vraiment, je suis d'accord avec mon frère, que tous ceux qui peuvent apporter quelque chose, apportent pour que la paix vienne. Et que les sportifs, ceux qui vont. C'est une industrie, le Mont Cameroun. La course de l'espoir, c'est une industrie. Absolument. Et que ceux qui doivent y vivre, ils vivent de ça. Vraiment, il n'est pas normal qu'une course internationale comme ça, que nous la regardions, bonté divine. C'est peut-être une bombe de faible amplitude. Mais regardez, en direct que nous vivions et qu'on voit une explosion, les gens s'envolaient. Ça aurait été plus pire que... On ne serait même pas là, peut-être en train de parler. Ça aurait été... Donc, vraiment, même les dieux... du monde sont avec nous pour que tout soit mis en œuvre pour que la paix revienne. C'est une très bonne course, c'est un patrimoine du sport camerounais. D'ailleurs, vous avez vu la mobilisation de tout le monde, le gouverneur, le ministre, tout le monde qui était là, tout autour de cet événement, qui est une vitrine du sport camerounais. Qui est une grosse vitrine. Aujourd'hui, n'est-ce pas, le Mont Cameroun est devenu dans le programme, dans le calendrier, je dis sous le contrôle de Yves, dans le calendrier international, une compétition majeure. Et je pense que les pouvoirs publics doivent faire tout pour préserver cela. Que les prochaines éditions, que les mesures beaucoup plus draconiennes soient prises pour... Parce que si on entre dans le détail pour voir le déroulé de cet attentat, il y a eu 2 explosions, mais celle qui a beaucoup plus circulé dans les réseaux sociaux, on s'est rendu compte que c'est un colis qui était déposé au bord de la route. Nous l'avons tous vu, il y avait quelqu'un qui filmait et qui faisait un focus sur un colis, et c'est de là, de ce colis, qu'est partie l'explosion. Ça suppose que s'il y avait eu un peu plus de contrôle, et regarder, c'est-à-dire jeter un coup d'œil sur, dans un contexte comme celui-là, on devrait faire très attention à tout ce qui est au bord de la route et qui peut contenir, qui peut être suspect. La preuve, on a vu, c'est peut-être un sac et tout. Donc, peut-être que les mesures beaucoup plus draconiennes seront prises la prochaine fois pour qu'on évite ce genre d'incident. Tchaja Femba, renforcer davantage la sécurité lors des prochaines éditions. Oui, justement. Notre souhait, c'est que la paix revienne dans ces régions. Donc, que l'État use de tous ses moyens pour que la paix revienne. Je vais vous faire une confidence. Depuis 5 ans, je n'ai pas mis pied au sud-ouest et au nord-ouest. Oui, je n'ai pas mis pied alors que j'ai la famille. J'ai la famille. À Tombel, j'ai la famille. Donc, ma côté maternelle, c'est là où mon grand-père a grandi. À Tombel, je n'ai jamais mis pied. Je ne veux même pas penser à aller. Parce que mes enfants sont encore très jeunes, donc... Bon, c'est pour rigoler, c'est une façon d'attirer l'État, attirer l'attention de l'État, que la paix, vraiment, qu'on essaie de trouver des solutions pour qu'il y ait la paix. Parce que ça peut être à l'athlétisme, ça peut être au football, ça peut être au basket, ça peut être dans un campus, ça peut être partout, on a vu dans les églises, tout ça. Donc c'est partout. Vous voyez que le danger est partout. Et là, on ne peut pas seulement se focaliser parce que c'était l'ascension. Dans les églises, il y a eu ça. Dans les campus, que ce soit scolaire, universitaire, il y a eu pareil. Dans la rue, il y en a eu. Donc,
l'insécurité partout, donc l'État trouve des solutions et l'État peut trouver des solutions pour que cette situation s'arrête. C'est notre vœu et notre souhait parce que le Cameroun est uni. On a 50, 60 km de ligne d'eau de Boya. Donc vous pouvez à tout moment aller faire une balade, revenir, aller saluer un ami. Mais quand vous ne pouvez pas vous déplacer, ça devient compliqué. Et puis moi, c'est la paix. Est-ce que quand même au niveau de la fédération, Yves, pour les prochaines éditions, on y réfléchit déjà ou c'est encore trop tôt? D'avoir géré les lycées. Non, c'est trop tôt. Hein. Vous savez, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui c'est arrivé. Hein. Mais je veux dire, ce n'est pas un fait émanant de la fédération. La sécurité dans cette zone n'appartient pas à la fédération, ça appartient à tout le monde parce qu'après le Mont, avant le Mont, pendant le Mont, il y a une certaine mobilisation militaire et autres. Je vais vous dire, vous voulez comparer, on va regarder, quand vous regardez, il y a eu une édition du marathon de Boston, par exemple, où il y a eu une explosion, il y a un gars qui a carrément sorti son arme et s'est mis à tirer sur tout le monde. C'est vous dire que le danger, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que le danger il est partout, il est permanent. Il est permanent. Je ne me souviens plus en quelle année l'équipe du Togo a traversé l'état de Cabinda. On a tiré sur le... Donc en fait, ça peut arriver partout. Maintenant, on déplore. Et moi, tout à l'heure, Paul, tu disais, parlais de la population. J'ai dit à quelqu'un quelque part que pour moi, Tata Karine ou alors Issa Bouba sont montés sur la plus haute marche du podium. Mais pour moi, le gros vainqueur de cette édition, c'est la population de Boya, qui n'a pas cédé à l'intimidation, qui était l'objectif majeur de ces personnes, que j'appelle, qui ont certaines autres raisons. C'était de réussir à intimider la population. Et la population n'a pas cédé. Absolument. Parce que je vous assure que malgré l'écho qu'on a eu, au même endroit, il y avait un monde, je dis, fou, de chez fou, parce que vous êtes quasiment à moins d'1,6 km de la ligne d'arrivée. Donc, à cet endroit, je dis, c'était full de chez fou jusqu'au stade. La veille, pendant qu'on était vu une situation de ghost town, parce que c'est eux finalement qui imposent, ils veulent imposer leur loi, et moi je dis, le Cameroun reste debout. Ils avaient instauré le ghost town. Malheureusement, le jour de la cérémonie d'ouverture, le stade était plein. Il y a eu un conseil qui a été organisé par le partenaire majeur de l'événement, ce qui est fini quasiment dans les coups de quoi? Il était 3h30 au matin, on dit, parce que bon, il certains on est obligé de remonter pour être là tôt le matin. Mais c'est pour vous dire que la population, comme on dit, il y en a marre. La population, il y en a marre, ça fait que tout le monde voudrait vraiment faire la fête. S'il y avait Ghost Town, mais je dis que tout était ouvert, les débits de boissons, les snacks, les machins, parce qu'à un moment... Mais la course n'était pas aussi lundi. Hein. Pardon? La course n'était pas lundi. Sauf qu'ils avaient imposé le Ghost Town vendredi, samedi. Il l'avait imposé. Vendredi, jour de l'ouverture officielle. Et le jour de la compétition. Donc les populations, malheureusement, étaient là. Donc, après les explosions, malgré tout ce qu'on a vu, personne n'a bougé. Les gens étaient là. C'est pour vous dire que, en fait, nous, c'est notre fête. Et j'aime beaucoup j'emprunte cette expression au Paramount Chief. Bella qui dit The race of hope is like the second Christmas Day. Pour eux, c'est la fête de Noël, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur enlever leur identité, parce que pour eux, ça c'est leur identité. Donc je dis félicitations à la population qui est restée là massivement tout au long du parcours, parce qu'elle tenait à vivre à cet événement. Donc, comme tu dis, Paul, ça n'a pas réussi à intimider les gens. J'ai discuté avec les athlètes étrangers quand on les accompagnait à l'aéroport, qui nous ont dit non. On a vu peut-être pire ailleurs, on n'encourage pas. Il y a un Kenyan qui nous a dit qu'une fois ils sont arrivés au Nigeria, ils ont fait une compétition. Il n'y a pas eu de remise de prix. On a remis ça à l'hôtel. Parce qu'il y avait une espèce d'insécurité dans le stade. Donc c'est pour vous dire que ça peut arriver à tout le monde. Vraiment, on déplore ce qui est arrivé. La fédération, non, maintenant, c'est sûr, on aura une réunion de débriefing vendredi. On va essayer de parler de ça. Absolument. Ne plus tout simplifier. Parce que, regardez, le véhicule qui était... la deuxième explosion, c'est pas d'un véhicule qui est garé. Vraiment, il est en panne. Il est sans roue, il est criqué, comme on dit. Il est sous des cales. Alors... l'explosion part de là, c'est dans la concession de quelqu'un. Vous n'allez pas venir non plus vérifier, contrôler les maisons des gens, mettre un soldat par maison, un soldat par je veux dire quoi, membre de la population, ce serait difficile. Mais je dis, le risque zéro n'existe pas. Mais on a veillé, on a essayé de veiller au grain. Vraiment, le gouverneur qui était responsable de ce secteur-là n'a pas lésiné sur les moyens. Pour preuve, juste après la deuxième explosion, on a eu les 2 hélicos qui sillonnaient tout le long, c'est toute la montagne, ils ont passé le temps à sillonner. Je veux dire, la sécurité était un peu plus renforcée et bon, la course est terminée.
À la suite, il n'y a plus d'incidents majeurs, il n'y a plus d'incidents, tout est déroulé comme initialement prévu. D'accord, merci beaucoup Yves Désiré Kuala pour toutes ces explications. Cela nous permet en tout cas de rentrer dans la seconde et dernière partie de cette émission consacrée au football professionnel. C'est la thématique du débat de ce soir. Cameroun, le football professionnel est-il en péril? Ces dernières semaines, on a vu les clubs revendiquer des subventions. Certains menaçaient de boycotter la suite du championnat. On a vu également, on a assisté à des scènes quelque peu surréalistes dans certains stades où les officiels ont eu maille à partir avec certains supporters. Des actes ou alors des actions contestées. Et on a vu le débordement que cela a causé. De plus en plus, il y a l'association des clubs d'élite ASEC qui annonce une réunion pour vendredi prochain. Entre-temps, on a vu ce communiqué, on a lu ce communiqué de la Fédération camerounaise de football qui demande les noms, qui demande au président des clubs d'envoyer les noms des joueurs pour la licence de la saison 2022-2023. Et du coup, c'est à ne rien y comprendre, puisqu'on tire pratiquement vers la fin de la saison. Je vous vois sourire, Tchaya Fumba. Est-ce qu'aujourd'hui, tout cela, ça contribue à nous montrer que le championnat se déroule dans un contexte serein, selon vous? Bon, d'entrée de jeu, je vais dire que rien n'a changé, qu'on a plutôt reculé. Excusez-moi de dire ça, on a bien reculé. Ah, c'est assez dur. Hein. Non, c'est pas dur. Les faits sont là. On a assez reculé. Donc, je ne sais pas par quel cliché elle veut commencer, mais on a reculé. Parce qu'il est inadmissible que nous sommes à la deuxième partie du championnat et on demande au club d'envoyer le nom des joueurs. Je ne sais pas si c'est l'interquartier. Parce que pour prendre part au championnat, il faut un dossier administratif. Et un dossier administratif, vous vous affiliez. Après vous affiliez, vous produisez les licences des joueurs et dirigeants. C'est le process, c'est le B.A.B.A. Pour qu'on vous admette, il faudrait que vous ayez un certain nombre de licences seniors et des juniors ou cadets surclassés. Et il faudrait du staff technique, d'encadrement technique et médical et administratif. Ça entre dans le paperasse administratif. Et si on est déjà à la deuxième moitié du championnat et on demande aux joueurs de produire, aux deux équipes de produire, maintenant si moi, Club X, je produis des joueurs que je n'ai pas utilisés et qui sont licenciés, si moi, Club Y, je produis les joueurs qui ne sont pas licenciés, la fédération va produire les licences et en plus, est-ce que les PO d'enregistrement sont encore ouvertes pour pouvoir produire les licences au niveau du football d'élite? Bon, maintenant, la fédération a un logiciel. Ça veut dire que ces joueurs, les licences se font en ligne, tout ça est classé dans un serveur, c'est hébergé dans un serveur, c'est la fédération qui coordonne et qui édite les licences. Ce n'est pas chaque club qui édite ses licences. Donc comment le club va envoyer les noms à la fédération? Moi j'ai lu ce communiqué, je n'ai pas compris. Bon, peut-être le niveau de français était élevé pour moi, je n'ai pas compris le sens, honnêtement. Bon, regardez l'organisation. C'est les arbitres un coup, c'est les présidents de club. Pourquoi avoir dit 200 000 alors qu'on ne peut pas donner 100 000? Là, il y a un problème. Parce que cette communication pompeuse n'avantage personne. Parce que quand vous sortez, vous faites boum, 200 000 et fait. Le joueur qui joue attend ses 200 000. Sa petite amie ou sa femme, c'est que son gars ou son mari est maintenant un grand salarié de 200 000. Ça veut dire que si on rationnait 10 francs, on ne doit plus manger 10 francs. Ça a des impacts. La maman ou le papa qui aidait de temps en temps va dire, je ne peux pas aider quelqu'un qui touche 200 000. Et les frères cadets qui comptent sur lui. Et ceux qui ont, il y a des familles, des enfants. Donc c'est une chaîne. Vous n'allez pas... Et à un moment, les clubs sont cassés comme s'ils sont eux qui prenaient pour manger pour certains clubs. Parce qu'on connaît qu'il y a des clubs quand même qui ne font pas dans ça. Ils étaient obligés de faire des sorties comme Bamboutos pour dire que nous on attend aussi. Comme UMS de Lourdes, pour dire que nous on attend aussi.
Parce que les joueurs faisaient grève. On a vu la réponse quelque peu musclée mais ça, du conseil transitoire du football professionnel. Je dis toujours, en sport, il n'y a pas la dictature. La dictature, c'est dans les armées. On a vu, je ne vais pas revenir sur le général, comme il a été humilié par son comité exécutif. Parce qu'à un moment, il est revenu à les bons sentiments, il a compris que le sport, c'est la négociation, c'est le consensus. Parce que c'est ça le sport. On est adversaire, on n'est pas ennemi. On peut être adversaire pour une idée, on peut être adversaire pour une partie, pour une rencontre, mais après on se salue, on s'embrasse, puisque l'adversaire d'aujourd'hui et demain est le coéquipier. C'est ça le sport, on est fair play. Donc, je dis, on a tellement reculé que je me demande où on va. On a tellement reculé. Au départ, on a dit que les gens revenaient au stade. Mais on va au stade, c'est les mêmes têtes. On est au stade tout le temps. Vous voyez que c'est les mêmes têtes, il ne va pas une nouvelle tête. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Il faudrait faire un langage de vérité aux footballeurs. Peut-être avant d'arriver aux solutions. Oui, bon, non, je dis juste que le langage, les annonces qu'on a faites. Les effets d'annonce. Les effets d'annonce, c'est ça qui nous rattrape. OK. Ces effets d'annonce, c'est ça qui nous ramène où nous sommes. Parce que les présidents de club avaient le moyen de fonctionner. Honnêtement, qui n'est pas vraiment la meilleure des manières, mais entre joueurs et présidents, il y avait moins de bruit. Ils s'accordaient. Parce qu'on voyait seulement un ou deux clubs qui faisaient des petits mouvements. Maintenant, beaucoup de clubs, c'est parce qu'ils ont peur, parce que ce régime est dans un régime de dictateur, de dictature. Donc, si vous levez la tête, on va cogner. Si vous voyez le président de l'UML lever la tête, c'est parce que c'est sur quoi il cogne. Si vous voyez Bamouto lever la tête, c'est parce que c'est ça. Il y a beaucoup d'autres clubs, vous levez, on cogne. Quand on interviewe, en off, ils vont vous dire des choses. Oui. Mais dès qu'on présente un micro, ou bien chacun comment a fait la langue de bois, bon, vendredi, ils vont se réunir. Espérons qu'en se réunissant, les choses vont bouger. Le problème part du fait que au début de la saison, ils ne se sont pas accordés. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. On dit 200 000. 200 000 la fédération va donner comme salaire, appui salaire. Les 200 000 proviennent de quoi? Il faut dire du au club. Ça provient du taux sponsor, ça provient des fonds propres de la fédération, ou ça provient de l'appui de l'État. Aucun président de club ne peut vous répondre. Aucun. Quand vous l'interrogez, il ne peut pas. Il dit que non, on avait d'abord 100 000, maintenant on lui dit 200 000, on s'en fout. Mais c'est une bêtise. Parce que si vous savez d'où ça vient, vous saurez pourquoi ça ne vient pas. Et vous pouvez faire des prévisions. Parce que si ça vient du taux sponsor, et le taux sponsor, lui, il a fait des sorties. Il a dit qu'il a payé. Mais maintenant, c'est allé où? S'il y a eu une désorientation de la ligne budgétaire, que la fédération nous dise au club, votre argent est arrivé, mais vu les urgences, on a affecté au fonctionnement. Et entre eux, ils s'entendent, ils s'accordent. Accordez-nous un peu. Quand on est dans un langage de vérité, quand on gère les présidents de club, on doit être dans un langage de vérité. Moi, je suis attristé parce que, à côté, quand même, il y a quand même des gens qui étaient présidents de club, qui connaissent les réalités des clubs de club. Donc, les clubs ne devaient pas souffrir quand ceux qui gèrent le football, il y a des gens qui ont été présidents des clubs. Donc, c'est comme si aujourd'hui, vous avez été présentatrice, et demain, les présentateurs souffrent. Puis encore, le président de la fédération était footballeur. Donc, on ne devait pas entendre que les footballeurs souffrent. On ne devait pas entendre que les présidents des clubs souffrent. Mais c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. 200 000. Je ne sais pas s'il y a 3 clubs qui ont payé même 200 000. Ou 2 clubs ou 3 clubs qui ont payé bon, quand on parle, Coton n'est pas compté. Hein. Quand on parle Coton à sa grille de salaire. Coton n'est pas hors du championnat. Non, mais je dis Coton a sa grille de salaire déjà. Donc, Coton était déjà à ces 200 000 depuis avant les faits d'annonce. Tout à fait. Donc, Coton n'était pas dans ces fourchettes. Voilà, donc moi, je parle des restes des clubs qui étaient dans ces fourchettes. Je ne sais pas s'il y a 2 ou 3 clubs qui ont payé 200 000 à un joueur, malgré cet effet d'annonce. Donc, on avance ou on recule. À un moment, on se pose la question. Donc, il faudrait que la fédération nous éclaircisse, nous dise clairement où on va. Et parce que tout cela fait fuir les annonceurs. Peut-être les gens ne savent pas. Quand un annonceur veut venir, il entend que Bamouto ne s'est pas entraîné 3 jours. Il entend que UMS ne s'est pas entraîné 5 jours, 4 jours. Il entend que tel club. Parce que tous ces responsables des structures qui peuvent communiquer, ils connaissent les réalités. Vous allez monter un dossier, mais ils connaissent les réalités. Ils vont non, vous ne payez pas les joueurs, vous payez. Et puis, ce n'est pas une bonne image. Surtout que les sélections nationales ne gagnent pas, on ne participe pas aux grandes compétitions.
on est donc. Avec tout ça, il faudrait qu'on organise au moins ce qui nous reste. Parce que c'est la seule fierté qui nous reste de championnat camerounais. Alors, Paul, on a suivi Tchadja Femba assez, le constat est assez amer. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas lorsqu'il estime que notre football a sérieusement reculé? Oui, je ne peux pas ici ce soit dit que le football a sérieusement reculé. Non. Je pense plutôt que le nouvel exécutif est venu avec un projet. De la FECAFOOT est venu avec un projet. Et redonner au football sa grandeur. Oui, c'est-à-dire redonner au football sa grandeur. Seulement, il y a eu, il faut le reconnaître, beaucoup d'effets d'annonces qui aujourd'hui ne sont pas suivis sur le terrain et qui font que qu'il y ait ce déphasage. Je vais revenir un peu. Je pense que aujourd'hui, on assiste à quelque chose qui est quand même incroyable. Avant l'arrivée de cet exécutif, il l'a dit là tout à l'heure, les présidents de club, ils avaient leur fonctionnement. Ils avaient le fonctionnement, précisément. C'est ce fonctionnement qui, à mon avis, je crois, parce que c'était un fonctionnement tatillon dans lequel personne ne se retrouvait, dans lequel... Alors, on ne peut pas construire un football professionnel de cette manière. Je pense que la fédération est arrivée avec l'idée. Et Tchadja va vous dire que ça se jouait au moins. Ça se jouait. Oui, ça se jouait au moins. Même jusqu'ici, on va vous dire que ça se joue. Ça se joue aussi, voilà, oui. ça c'est clair. Mais maintenant... Mais il n'y avait pas de grève collective. Oui, non, il y a toujours eu des... Non, collectif, parce que c'était isolé. Non. Il y a toujours eu des problèmes. Hein, oui, mais c'était isolé. Maintenant, on voit au moins 3-4 clubs qui font grève. Non, que les joueurs font grève. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que moi, je trouve quand même incroyable que les présidents de club vous disent que sans la subvention de la fédération, ils sont morts, ils sont terminés, ils sont finis. Non. Si nous prenons sur le salaire, par exemple, que vous avez évoqué, en disant non, la fédération a dit que les salaires minimum c'était 200 000. Mais au moins, si la fédération n'a pas mis cet argent à disposition, au moins que le minimum qu'on donne aux joueurs, qu'on le leur donne. Mais il le faut. Non. Permets-moi une seconde, s'il te plaît. Permets-moi une seconde. Quand on parle de salaire, ok, il faudrait voir comment l'organisation d'une équipe, ok. Il y a les primes d'entraînement qui sont journalières, vous êtes avec le canon. Les clubs supportent, ils ne demandent pas la fédération. Il y a les primes de match, les clubs supportent, ils ne demandent pas la fédération. Il y a les frais de déplacement, les frais de route, tout ça, là-dedans, il y a toutes ces charges. Donc tout cela, n'est-ce pas, ça fait vivre le joueur en attendant le salaire. Je voulais arriver sur quelque chose. Pour dire que j'étais avec l'un des secrétaires de l'association des footballeurs qui sont allés, le SINAFOP, qui ont fait une enquête sur le terrain dans les clubs. Ils sont allés auprès des joueurs et j'ai eu le privilège d'avoir le rapport de cette enquête. C'est quand même lamentable. Hein. C'est quand même lamentable. Et on ne peut pas tout prendre et mettre sur le dos de la fédération. Il faut qu'on soit sérieux. Parce que les conditions, vous les avez évoquées. Les conditions, n'est-ce pas, pour être éligible comme club professionnel. C'est quoi? C'est-à-dire de montrer quand même une garantie de fonctionnement. On ne va pas s'asseoir et se dire une surface financière quand même assez. Et ça, je peux vous dire que s'il y a 20 clubs au Cameroun aujourd'hui, ils l'ont démontré d'ailleurs à travers tout ce qui est en train de se passer, que même pas 3-4 clubs n'ont même pas une petite surface financière pour pouvoir parler comme un club de première ou de deuxième. Malgré qu'ils n'ont pas ici une petite surface. Oui. Mais le maintien au Cameroun, ça vaut combien? Un club qui descend en Ligue 1, qui descend marqué relégué, il n'est pas au moins 60 millions. Je continue. C'est des parenthèses. Je vous laisse évoquer. Permets-moi. Maintenant, je vais rentrer dans les détails plus spécifiques d'un club comme le Canon, dans lequel je suis responsable. OK? Chacun a son mode de fonctionnement. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des clubs dans lesquels vous n'entendez jamais ce genre, même s'ils ont leurs problèmes. Les problèmes sont autres à l'interne. Ils savent comment les... C'est un problème d'organisation. Je suis d'accord. Dans le Canon, par exemple, voilà un match que nous recevons là, dans quelques jours. Les SCK, qui sont les supporters du Canon, depuis un certain moment, prennent sur eux de financer un certain nombre de choses. C'est leur
prise de participation à l'image de certains clubs comme on voit en Occident et tout. C'est aussi ça le professionnalisme. On a vu, il y a une situation avec le canon fille. Oui, non, mais ça n'a rien à voir avec ça, c'est autre chose. Ça, c'est des problèmes administratifs qui trouveront leur solution, d'ailleurs, qui ont trouvé. Donc, je dis, dans le fonctionnement, par exemple, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous avez évoqué, et les déplacements et tout, non, on ne parle pas de ça. C'est pour ça que vous allez voir qu'une équipe comme celle-là essaye d'abord de fonctionner. Normalement, la subvention, elle doit arriver comme une bouffée pour permettre. Tout dépend du discours qu'on vous tient au départ. Non. Parce que les joueurs ne se plaignent pas. Les joueurs ne se plaignent pas du fonctionnement. Le mouvement de grève, ils disent qu'ils n'ont pas perçu de salaire. Ils ne disent pas qu'ils n'ont pas perçu de primes d'entraînement. Ils n'ont pas perçu de primes de match. Ils ne disent pas qu'ils n'ont pas perçu des frais de déplacement. Ils ne parlent pas des primes. Ils parlent les clubs demandent la subvention. Quand on causait des joueurs, ils vous disent qu'on n'a pas eu 200 000 qu'on nous a dit. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ça veut dire que les autres charges... Le président ou le club a pu supporter. Je suis d'accord, puisque bien évidemment, la subvention n'a pas été versée. Voilà. Est-ce qu'on va dire quelque chose que le tissu n'est pas fait? Non. Ouais. La subvention n'a pas été versée. Les présidents vont prendre cet argent-là où? Pour payer comme c'était prévu. Maintenant, posons-nous la question, pourquoi cette subvention n'a pas été versée? Justement. Ceux qui ont promis de verser la subvention, pourquoi ils ne l'ont pas fait? N'ont-ils pas eu les moyens? La fédération est-elle en crise? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Et puis, il y a ce silence de ce côté-là. Oui, il faut communiquer. Et du coup, ça va dans tous les sens. Elle-même ne dit rien. Et laisse les gens gamberger dans... Ce qui est marrant, c'est que dans le même ordre d'idée, n'est-ce pas, les clubs, parce qu'il faut respecter les clubs. Je vous dis, un club qui descend en Ligue 1 dépense au moins 60 millions. Je suis d'accord. Ça veut dire que, permets-moi une seconde, ça veut dire que la fédération, lorsqu'il y a une situation, vous devez communiquer avec les clubs pour leur tenir un langage de vérité à un moment. Ok, on peut faire ces annonces pour les effets de campagne, mais à un moment, quand on est au pouvoir, qu'on se dise des vérités, que gars, comme au... Mais est-ce que quand vous demandez, au canon, quand vous demandez peut-être les explications sur ce qui se passe, qu'est-ce que la fédération vous dit? Oui, mais la fédération a la même réponse qu'elle a pour les autres, c'est-à-dire elle ne vous dit rien. La fédération ne communique pas. Je vous avais dit sur ce plateau la dernière fois que l'une des choses, je suis l'un des fervents supporters de cette nouvelle fédération parce que en elle, j'avais vu et j'ai entrevu, n'est-ce pas, la sortie du tour du football camerounais. Parce que pour moi, un international de haut niveau qui a fait tous les stades du monde, qui a fait tout, qui est venu à la tête de cette fédération, est un espoir pour les jeunes. Mais aujourd'hui, force est de constater que certaines choses ne sont pas... Et je dis encore, ce silence, ce mutisme-là, c'est-à-dire, il m'embarrasse et me met mal à l'aise. Non seulement, et il a commencé depuis, souvenez-vous, quand nous discutions ici, pendant la Coupe du Monde. Mais il y a des faits qui se passent pendant la Coupe du Monde, pour lesquels toute la population, les Camerounais, n'attendent qu'à être édifiés par la voie la plus autorisée. Et non les réseaux sociaux, qui aujourd'hui vous disent ceci, demain vous disent cela et tout. Et c'est comme ça qu'on entre dans un champ où des informations viennent de tout part. Finalement, vous ne savez pas quel genre d'informations prendre ou laisser. Donc, il y a ce déficit de communication au niveau de la fédération. Si elle n'a rien à dire, si elle est rattrapée. Oui, mais si elle n'a rien à dire, si elle est rattrapée, si elle n'a rien à dire, au moins, elle peut vous dire que ce que nous avions peut-être promis, nous n'avons pas le moyen de le faire. Là, maintenant, ça aussi, les gens comprendraient. Ça aussi, les gens comprendraient. Au lieu qu'on reste là dans un statu quo, qu'on se regarde tous les jours, les présidents sont là. Oui, à un certain moment, il y en a qui n'ont misé que sur ça. Et il y en a à qui, quand on verse la subvention, les quelques-uns à qui on a versé la subvention, ils vous disent ça, c'est mon affaire, c'est mon club, machin, tout, il prend, il va engager dans un autre business, on dit, bon, ok, en espérant que peut-être l'autre partie va venir. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette affaire. Et il y en a qui ont quand même eu. Et puis, si on s'en tient aux informations que nous avons parfois de manière éparse et tout, auxquelles moi je ne crois pas trop parce que ce n'est pas les voix officielles, certains présidents vont par les entre-gens et tout, obtenir. Donc, certains n'ont pas le même niveau de problème. C'est-à-dire, les gens parlaient entre gens au niveau, essaient d'obtenir peut-être un peu plus et tout. Vous qui n'avez pas obtenu, qui avez obtenu peut-être 10 millions,
Si vous allez rentrer dans les mêmes, peut-être vous allez vous rendre compte que d'autres ont obtenu peut-être ou machin. Oui, parce que l'année dernière, il y a des clubs qui n'ont pas eu la totalité. D'autres ont dit ce qu'ils ont eu. Finalement... Donc, voyez-vous, c'est tout cela qu'il faut organiser. Vraiment, si la fédération, elle est venue dans l'intention de rendre le football camerounais professionnel, que ce soit professionnel dans tous les axes. Je parle sur le contrôle. Des gens qui, à l'extérieur, voient le fonctionnement du football. Ouais. Le B.A.B.A. d'un football professionnel, c'est de rendre les choses lisibles. Et c'est ça, c'est quand c'est lisible que les sponsors, que vous appelez, que tous ceux qui veulent s'intéresser viendront. On ne peut pas s'engager dans cet état de choses tel qu'il se présente là aujourd'hui. Mais je dis que l'une des choses que je reproche énormément et désapprouve, c'est ce manque de communication. Déficit de communication. D'après vous, Claubert Yompan, quel est un peu le regard que vous jetez par rapport à tout ce qui se passe actuellement au sein du championnat? Mes copains sont directement des acteurs. Des acteurs directs. Des acteurs directs, donc c'est normal qu'ils aient une certaine vue sur cette histoire. Je crois qu'il y a un mot qui ne devrait pas nous échapper, c'est le mot norme, c'est le mot normalité, comme on prononçait tout à l'heure. Je crois qu'il faut aller de la norme, il faut aller du général pour venir au particulier. Je vais commencer par le général. Mon cœur saigne parce que depuis que je suis là et je comprends parler de ce débat-là, je me dis quel gâchis. Pourtant, c'est un débat légitime. Mais je me dis, les problèmes sont tellement mal posés. Parce que le mot qui fâche, c'est le mot professionnalisme. Il n'y a pas de professionnalisme au Cameroun. Donc la première chose qu'il faudrait bannir, vraiment, sans avoir honte, c'est le mot professionnalisme. Et si l'on veut devenir... Là, on revient encore des années en arrière. Oui, je vais en arriver, Didier. Et si l'on veut maintenant bâtir un football professionnel, l'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'un football professionnel. Je vais essayer en quelques minutes d'expliquer ce que c'est qu'un football professionnel. Un football professionnel, c'est un football où tous les acteurs sont professionnels. Autour du métier du football, il y a au moins 30 sous-métiers qui gravitent autour. Ça veut dire quand on dit un club professionnel, il y a au moins 30 fonctionnalités qui gravitent autour de cette équipe. Est-ce qu'on l'a au Cameroun? Non, on ne l'a pas. Quand on parle de football professionnel, c'est la Ligue de football professionnel qui finance le football amateur en partie. Et non le contraire. Ça veut dire que ce n'est pas la fédération qui finance la Ligue, mais le contraire. La Ligue qui finance la fédération qui, elle, développe le football amateur. Appliqué au Cameroun, c'est pratiquement impossible. Un football professionnel, c'est un football où les équipes ont, on peut dire, entre autres sources de financement, 4 principales. Il y a les droits TV. Au Cameroun, ça n'existe pas. Il y a les sponsors. Au Cameroun, ça n'existe presque pas. Presque pas. Presque pas. Il y a une nuance. Oui, il y a des presque pas. Oui, presque pas. Il y a quelques clubs qui ont des annonceurs. Exactement. Il y a les produits dérivés. Au Cameroun. Donc, Canon est une boutique, hein? Oui, je veux dire. Il y a des gens qui essayent de faire. Qui essayent. On voit bien que le Canon, c'est un peu différent des autres. Et il y a les recettes des stades. 4e, au Cameroun, il y a de la communication autour où on vous montre un pan de la tribune qui est rempli, mais véritablement le stade n'est pas plein. Est-ce que ces détails-là, appliqués au Cameroun, sont faisables?
Le professionnalisme veut dire qu'en fin de saison, on fait le bilan. Et avant de débuter la saison, il y a une commission. Les noms peuvent varier selon les pays, mais qui vous dit si vous avez qualité de commencer la nouvelle saison. Et selon la gravité de vos manquements, vous pouvez même être relégué de façon administrative. Est-ce qu'au Cameroun, cela est appliqué? Non. Donc, je m'arrête là, je peux développer jusqu'à demain matin. Je peux développer jusqu'à demain matin. Donc, véritablement, il n'y a pas de professionnalisme au Cameroun. Mais comme j'ai dit qu'il fallait parler du particulier, le cas du Cameroun est là. Il y a une situation particulière qui se présente où je crois qu'il faut de la sincérité entre les différents acteurs. Le premier problème, c'est que les acteurs ne parlent pas de la même voix. Ils ont parlé tout à l'heure des présidents de clubs qui utiliseraient d'autres voix pour aller passer à la caisse. Les acteurs ne parlent pas de la même voix. Je crois que si l'association des clubs parlait d'une seule voix, depuis le début de la saison, elle serait plus audible. Je crois qu'il faut de la sincérité entre les acteurs. Il faut communiquer. Nous sommes à une période où vous ne pouvez ne pas communiquer. Quand vous ne communiquez pas, vous disparaissez. Il faut communiquer et il faut de la sincérité entre les acteurs. Quand j'ai fini de dire cela, je vais parler un peu des arbitres, de la problématique des arbitres que vous avez aussi évoqué. Et cela rejoint celui du football professionnel aussi, parce que les arbitres sont une entité du professionnalisme. Tout à fait. Et vous ne pouvez pas avoir un football professionnel sans avoir des arbitres professionnels. Arbitre professionnel veut dire des arbitres qui sont formés et bien formés. Arbitre professionnel veut dire des arbitres qui sont régulièrement recyclés et remis à la mode. Je vais vous prendre un exemple. Depuis 4 ans, l'IFAP a revisité 6 fois la loi sur la main, qui est un problème qui ne finit pas. 6 fois, l'IFAP a revisité la loi. Donc, on est dans une dynamique. Oui. Les arbitres doivent être recyclés. En Allemagne, pendant la saison, les arbitres viennent recycler les entraîneurs. Les arbitres viennent discuter avec l'association des joueurs. Les arbitres viennent discuter avec les entraîneurs de foot. Est-ce que ça se passe au Canon, par exemple? Parenthèse. Non. Non. Ce qu'il a développé est d'une importance. Il dit, nous allons arriver. C'est pour ça que je demandais pourquoi ça se passe dans certains clubs. Oui. Les AS l'ont fait, l'Union l'ont fait, ils avaient des arbitres qui venaient de temps en temps expliquer l'évolution de la loi. Les clubs le font au Cameroun. Mais ce n'est pas de façon officielle. Donc ils le font de façon officielle, vu le copinage, vu la relation. Donc ils le font, les clubs le font. Okay. Ça ne devrait pas se faire de façon informelle. Oui, ça doit être même institutionnel. Ça doit être même institutionnel. En Allemagne, c'est l'association des arbitres qui vient à la rencontre de l'association des entraîneurs. 3 jours pour leur... Parce que moi là, je parle en tant qu'arbitre de foot là maintenant. Quand je suis allé faire... Vous êtes arbitre de foot? Je suis arbitre de foot. Quand ça, je suis... Ça, c'est une casquette que moi je connaissais pas. Quand je suis allé faire la formation pour devenir arbitre, étant déjà journaliste qui peut estimer avoir une certaine expérience comme journaliste, je me suis rendu compte que les journalistes ne connaissaient pas les règles du jeu. Oui. Vous avez l'impression que vous connaissez parce que vous critiquez les autres tous les jours. Mais quand vous entrez dans les détails, vous vous rendez compte que vous ne connaissez pas les règles du jeu. De la même façon, il y a des footballeurs qui, si vous prenez aujourd'hui, vous leur demandez, il y a combien de lois de jeu qui régulent le football, ils ne vous diront pas. C'est clair. Simplement parce qu'ils n'ont pas appris. Et tout le monde doit être mis
au même d'information. Voilà, au même diapason. Quand on fait la formation d'arbitre, on vous dit que les 17 lois de jeu sont importantes, mais la loi 11 sur le hors-jeu et la loi 12 sur les fautes et les actes antisportifs sont les deux sources de 90% des problèmes dans l'arbitrage. Des conflits dans l'arbitrage, oui. De 90% des conflits dans l'arbitrage. Donc, un bon arbitre, les arbitres doivent être formés, les arbitres doivent être bien payés. Un arbitre en Bundesliga, je ne dis pas qu'on doit... je ne dis pas qu'on doit l'appliquer au Cameroun, mais on va quand même tendre vers ce que l'arbitre ne doit pas admirer le joueur. Les arbitres en Bundesliga, selon que vous ayez le statut d'arbitre FIFA ou jeune arbitre, ça varie de 60 000 à 80 000 euros de net par an et 5 000 euros par match. Ici, certains se plaignent qu'ils sont partis de Garoua pour venir diriger un match à Douala. L'arbitre doit être payé. Mais après, quand vous êtes maintenant bien payé, c'est la tolérance zéro. Absolument. Ça veut dire que l'arbitre, c'est l'arbitre. Arbitre veut dire neutralité. L'IFAB dit arbitrer, c'est selon les lois du jeu et l'esprit du jeu. Mais l'on se rend parfois compte que les arbitres n'appliquent pas les lois de jeu et oublient complètement l'esprit de jeu. Pour vous prendre un petit exemple de ce que c'est que l'esprit de jeu. Parce que quand on dit esprit de jeu, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Une équipe est menée 7 buts contre 0. Vous êtes à la 90e minute. Le défenseur de cette équipe qui est menée commet une faute dont on peut classer dans la zone grise. Ça veut dire, c'est une faute. Si vous voulez être puriste, vous sifflez cette faute-là. Mais vraiment, on peut aussi s'en passer. Est-ce qu'il est nécessaire à la 90e minute de ce match-là de siffler cette faute et donner le carton rouge à ce joueur-là? Donc, dans l'esprit du jeu, non. Dans l'esprit du jeu, ce n'est pas nécessaire. Et l'arbitre, c'est, voilà, comme il dit, la pédagogie. L'arbitre, c'est aussi cela. Et l'on a l'impression qu'au Cameroun, ce n'est pas exactement ça. Et la dernière chose, c'est aussi vis-à-vis des clubs. Vis-à-vis des clubs, on doit respecter l'arbitre. Il n'y a aucune possibilité qui vous donne l'amabilité de brutaliser un arbitre quand vous n'êtes pas d'accord avec lui. Quand vous n'êtes pas d'accord avec lui, il y a des voies de recours que vous pouvez effectuer. Mais rien ne vous donne. Et je prends encore un exemple là-dessus. On vous dit, lorsque vous faites la formation d'arbitre, que si pendant que vous dirigez un match, des joueurs d'une équipe, l'entraîneur de cette équipe ou des supporters de cette équipe se comportent de façon bruyante à votre égard, soit par des mots, soit par des actes. Si à un seul moment, vous estimez que votre sécurité n'est pas garantie, vous arrêtez le match. Absolument. Et la responsabilité, ils l'assumeront. Ça veut dire qu'on n'est pas encore au coup de poing. Ça veut dire si vous estimez de manière verbale, si les menaces verbales, ils vous ont menacé et que vous sentez que vous n'êtes plus à même à partir de ce moment de diriger le match de façon neutre, vous arrêtez la rencontre. D'accord. Et je crois que ce sont ces petits détails que j'ai élucidés. On ne peut pas tout le beaucoup dire de paramètres, dans une seule émission, mais ça, on doit tendre vers cela si l'on veut parler du professionnalisme. Si on ne peut pas le faire, laissons le mot professionnalisme et disons débrouillardise. On se débrouille et on continue. Peut-être que nous serions les premiers des débrouillards. Alors, Yves Désiré, voilà, vous avez suivi vos différents copanélistes par rapport à cette problématique. Et de tout cela découle notre niveau actuel, football dans toutes les compétitions, même en équipe nationale. Comment est-ce qu'on fait justement pour s'en sortir, selon vous? Je ne suis pas nihiliste. Moi, on commence à zéro. Honnêtement. La dernière fois, il y a un de vos panélistes qui avait dit que le football camerounais est dans le coma. Le coma, ça c'est Sylvain Kwambi. Ça vous a beaucoup embêté. Mais je pense qu'on n'en est pas loin, si on n'y est pas encore. Je me dit tout à l'heure qu'on a reculé. On n'a pas avancé. Je pense que peut-être parce qu'on avait mis tous nos espoirs sur l'exécutif actuel.
d'autres lui trouvent une excuse en disant que non, ils n'ont pas encore mis du temps et compagnie. Mais je pense tout simplement qu'on on repart vers ce qu'on a connu il y a quelques années. Ça veut dire qu'on n'a véritablement pas changé. D'autres diront que, écoutez, vous demandez tellement trop. Si on demandait la même chose à certains présidents, ministres du Cameroun, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Mais alors, pour dire que, il y a des fois, je vous ai dit, je me suis toujours posé la question de savoir LFPC, ce que ça voulait dire. On m'a dit, c'est la Ligue de football professionnel du Cameroun. J'ai demandé, qu'est-ce qui est professionnel, la Ligue ou le football? Voilà ce que Claude a dit aujourd'hui. Franchement, il faut qu'on oublie le terme professionnel. Ça peut y avoir quelqu'un d'autre qui a pensé un peu comme moi, parce que je dis à chaque fois, on est bien loin. Je crois que la personne qui avait ramené le thème là, ici, là, nous avait foutu dans une situation très, très embarrassante. J'aime souvent dire que les réseaux sociaux... La faute à la FIFA. Ben non, c'est pas la FIFA, je crois qu'il y a... en 2010, il faut gagner avec la Coupe du Monde en 2010, il fallait passer... Gagner avec l'Afrique. À l'Afrique en 2010, il fallait qu'à partir de 2010, les clubs passent professionnels, les championnats des footballs dans l'Afrique subsaharienne passent professionnels. Non, je ne suis pas sûr qu'on parlait aussi de nous. C'est dans ce lancé qu'en 2011, on a lancé... Le Cameroun n'est pas hors de l'Afrique subsaharienne. C'est dommage, on aurait dû être hors de là. Non, pour dire que honnêtement, aujourd'hui, j'ai pris le cas de Bamboto, Coton Sport de Garoua, la Coupe du Cameroun, où je vous ai dit comment est-ce que en 2022, enfin on était en 2022, les arbitres du Cameroun sont incapables d'être dotés d'oreillettes. J'ai reçu plein de SMS qui m'insultaient. J'ai dit, ils n'ont pas d'oreillettes, il n'y a pas de communication entre deux arbitres pour parler de football professionnel. Laissons l'assistance, l'arbitrale, la vidéo-assistance, là, laissons. Ça coûte très cher. Mais je dis, il y a un minimum. Si on n'a pas d'oreillettes, on va où? On est en train d'aller vers... On va franchement s'enfoncer. Ils ont reçu les oreillettes l'autre jour. Ah d'accord, oui, c'est vrai, j'ai vu un arbitre avec, il avait mis du sparadrap sur la joue, là, on m'a dit que c'est les oreillettes. J'ai dit, bah voilà, ça tient même pas. Oui, j'ai vu le match. Il y a quand même évolution. J'ai vu un match, j'ai vu ce match. Je ne sais pas qu'il y a des oreillettes, il n'y a pas 2 journées qu'on a vu ça. Je ne me trompe pas. Mais on en a parlé sur ce plateau il y a 2 semaines. Je voulais dire que le problème qu'il y a eu à Bafang date de combien de temps? Il y avait les oreillettes. Le juge aurait pu parler au central, non? Logiquement. Mais il n'y a pas de communication entre eux parce qu'il n'y a pas d'oreillettes. Pourquoi vous voulez parler de football professionnel quand on n'est pas d'oreillettes, par exemple? Je dis, essayons quand même de nous rapprocher de cela. Je ne veux pas que chaque club ait un stade d'entraînement, un stade de rencontres et autres qui rentrent dans le professionnalisme des clubs. Je dis, bon, aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation qu'on a connue il y a quelques années. On n'avait pas les subventions, les gens n'étaient pas payés. Quand vous avez une expression, là, comment vous appelez ça, effet d'annonce. Pourquoi est-ce qu'on est parti? Laissons-nous, comme je prends l'expression de Claude qui dit que laissons-nous la débrouillardise. On s'en sortait mieux. Quand on payait, c'est-à-dire que tu vois ton joueur, tu dis, bon, celui-ci à 50 000, tu as 75 000. Les footballeurs étaient tranquilles dans leur coin. Parce que je me rappelle, il y avait des gros transferts. Un Moukake qui coûte le Fauveau pour Canon à 5 millions, 7 millions en 80. Vous êtes venu avec l'histoire sur laquelle on va payer 200 000 par mois. Pour Union à 4-6 millions. J'étais très étonné. J'ai vu au niveau des dames, on a baissé le salaire à 50 000. J'ai dit, non, mais c'est la seule chose qui nous faisait rester au Cameroun pour jouer. On n'allait pas à Djibouti ou en Somalie jouer. Au moins, on savait qu'on avait un salaire de 100 000. Vous avez ramené le salaire à 50 000, mais la fille se dit, ben, je m'en vais. C'était pas très élégant vis-à-vis des femmes. Quand même. Pas du tout. Surtout que le 8 mars est proche. Ça renvoie les gens à aller jouer en Guinée équatoriale. Donc moi, je dis, à un moment, on retombe dans les mêmes travers. Ça m'embête, parce que c'est les mêmes situations qu'on a connues il y a quelques années. Vous avez l'association de la ASEC. C'est l'association des clubs d'élite du Cameroun. Tout de suite, vous en tant qu'encadreur des équipes, des clubs, vous avez déjà dit ici clairement que ce n'est pas à l'entre-gens qu'on reçoit des subventions à gauche ou à droite. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le même langage. Ça ne sert à rien d'adhérer à une association dans laquelle vous n'avez pas les mêmes droits. Mais quel est même le rôle de cette association? L'heure est aux propositions de solutions. À la suite, parce qu'il a fait un tableau assez clair de minimum du B à bas de ce qu'on appelle professionnel. Et je dis que nous avons cru bêtement en nous disant, ok, d'accord, c'est des professionnels qui sont arrivés à la tête de la fédération. Quand on vous dit, par exemple, ok, d'accord, certainement ils se sont adossés sur quelque chose pour
se dire que, bon, ok, d'accord, on va payer 200 000, on va payer 100 000 aux femmes, on va payer 200 000 aux hommes. Et je suis l'une des premières personnes les plus attristées qu'en début de saison, qu'on dise aux femmes, par exemple, non, on revient à 50 000. Je suis l'une des personnes les plus attristées qu'on dise aux hommes, parce que même aux hommes, aux joueurs, on ne le dit pas. Encore, chez les femmes, bonté divine, on l'a même dit. C'est officiel. Mais chez les hommes, on n'a rien dit. Donc, les joueurs sont là, le joueur vous regarde, quand à la fin, vous lui dites, écoute, au lieu de lui compte que non, j'ai mes aérés, machin, truc et tout, quand tu lui dis, écoute, prends d'abord ça, arrête, parce que tout le monde a l'information. Si la fédération donne l'argent, demain, tous les réseaux sociaux, tout le monde saura que non, moi, président, je suis allé prendre l'argent à la fédération. Et mes joueurs, immédiatement, sont au courant que non, j'ai dit. Oui, mais surtout que toutes les sorties, il y a les caméras. Hein. Yves, si ça n'a pas été adossé sur quelque chose de bien clair et visible, vraiment, je peux le dire ici aujourd'hui que c'est de l'amateurisme et ça ne, c'est-à-dire à la décharge de l'exécutif. Vraiment, ce n'est pas digne de... Parce que moi, je ne suis pas dans l'exécutif. Nous nous sommes contentés de ce qu'ils nous ont dit. C'est parce que vous n'avez pas été vigilant. Non. Permets-moi une seconde. En gestion, n'est-ce pas? Non, s'il te plaît. S'il te plaît, quand j'aime être à ma place. Je ne suis pas dans l'exécutif. Parce que si toi tu dis... Je vais vous dire une chose. La fédération, c'est qui? Non, la fédération, c'est le club. Oui, c'est le club. Non, permets-moi une seconde. Mais il y a une organisation. Permets-moi une seconde. La fédération, c'est le club. Oui. C'est-à-dire qu'on s'est associé pour fédérer. On fédère. C'est-à-dire qu'on est censé avoir l'information sur la gestion du club. Il y a un comité exécutif. Est-ce qu'on savait qu'avant d'arriver à ces exécutifs, la fédération avait un problème de ressources? Non, c'est pour ça que je suis en train de te dire. Ça veut dire ceci. Vous, en tant qu'acteur, sachant qu'il y a un problème de ressources, lorsque vous faites des promesses pareilles, vous devez déposer la question simple. Où allez-vous prendre ces ressources? Écoute, moi je vais... Et il y a les indices en gestion. Là, je parle maintenant comme un contrôleur. Il y a les indices en gestion. Lorsque vous augmentez la masse salariale de la fédération, vous augmentez les charges, les ressources diminuent, c'est qu'il y a un déséquilibre. Non, je vais te poser... C'est un principe simple. Non, écoute un peu. Écoute un peu. Quand il y a le retour de MTN, par exemple, est-ce qu'on connaît le montant? Est-ce qu'on connaît le montant de ce contrat? Je vais le répondre là maintenant. Oui, Paul. La fédération comptait sur des retours d'argent. Le contrat de All Sport, par exemple, on nous a présenté un contrat, on nous a dit que non, ce contrat va coûter... C'est ça que j'ai dit. Permets-moi, laisse-moi un peu. On est en fin d'émission, on vous a dit que le contrat de All Sport, par exemple, où en est-on? Il faut se poser la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le contrat? Il y a des retours de la Coupe du Monde, par exemple. Pourquoi on ne les a pas jusqu'aujourd'hui? Mais parce que la FIFA a changé le mode de financement des participations en Coupe du Monde. C'est des prévisions que cette exécution n'a pas tenu compte. C'est pour ça que je te dis que... C'est pour ça que je suis en train de te dire. L'information que moi, par exemple, j'ai, c'est une autre information. Laquelle, par exemple? Que peut-être la fédération aurait des problèmes de justification des fonds qui avaient déjà été perçus par ailleurs. C'est pour ça que je le dis ici aujourd'hui que moi, quand je n'ai pas de communication officielle, je parle au conditionnel. Le principal point fondamental, c'est que la fédération a un problème de ressources. Ça ne date pas de cet exécutif. Je suis en train de le dire. Je suis en train de le dire. Voilà, justement. C'est donc ça. C'est dans le point. Yves, on ne se dit pas en gestion. Yves, en se disant, moi, je peux avoir des problèmes de ressources. Mais toi qui as un entre-gens dans les institutions internationales, toi tu pas la gestion, ça c'est le quartier. Non, écoute un peu. Les prévisions, il y a ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle. Non, mais attends, je suis en train de... On ne prévoit pas parce que je suis... J'étais posé. Nous avions... Oui ou non, tu connaissais le montant qui nous a été présenté dans le contrat All Sport? Tout ça, c'est des effets d'annonce. Tout ça, c'est des effets d'annonce. Il y avait un montant. Tout ça, c'est des effets d'annonce. Il y avait un montant. Tu connaissais le montant. Tu connaissais tout le monde. Nous sommes ici.
toi et moi, acteurs du football, nous savions que chaque participation des Lions au mondial et tout rapporte X montant. Mais vous savez que c'est la première fois où la fédération emprunte l'argent au ministère pour pouvoir participer. Parce que le problème principal, c'est qu'il y a un problème de gestion. Ok, je parle comme un gestionnaire. Ça veut dire que les ressources qui arrivent sont affectées à des lignes non prévues pour ces dépenses. C'est ça le problème principal. D'accord. Et c'est dû à quoi? Il y a eu augmentation des charges. Les charges ont tellement augmenté à la fédération. La masse salariale a augmenté de 1,7. Si elle était à 1000 fois, elle est passée à 1700. Voire plus. Regardez les membres du comité exécutif. Les émoluments ont augmenté. Ça a augmenté. Donc les charges de la fédération ont augmenté. Les charges augmentent, les ressources diminuent et les ressources deviennent rares. Ça crée un déséquilibre. C'est un principe simple en gestion. Il ne faut pas aller dans les cercles ou des grandes écoles. C'est des principes fondamentaux. Oui. Donc, avec cette analyse et ma posture, moi je l'ai dit depuis que la fédération ne peut pas faire honorer ses engagements. J'ai dit à qui veut l'entendre. On me disait que tu es un décatteur des taux. J'ai dit non, c'est des principes de gestion. C'est des principes de gestion simples. Terminé, Paul. Oui. Et puis, Claubert. Non, nous sommes là-dessus. Malheureusement, nous arrivons à la fin parce que c'est un vaste chantier. On n'a même pas encore commencé à entrevoir les débats là-dessus. Non, je voudrais simplement ici, parce que tout ce que nous avons partagé, échangé ce soir-là, c'est assez important. Au moins, si de l'autre côté, il n'y avait pas ce blackout, on pourrait savoir avec une certitude, se dire que bon, ok, peut-être la fédération traverse en ce moment telle ou telle difficulté qui peut s'arranger par la suite et permettre à ces clubs-là de trouver d'autres sources de financement ailleurs ou alors se battre autrement pour faire avancer le championnat. D'accord. Ils ont dit le 5. Ça peut être considéré comme un aveu d'échec. Par hasard. En tout cas, et les élections sont prochaines. Pourquoi ne pas reconnaître cet échec? Bah oui, attends, chez nous, le prochain mandat. Pourquoi ne pas reconnaître cet échec? On fait quoi du prochain mandat? Qu'il faut communiquer d'après Paul. Pour sortir, Claubert. Pour sortir, comme je l'ai dit. Quelle solution face à la situation actuelle? Comme je l'ai dit, il faut vraiment une solution radicale. Repenser le professionnalisme au Cameroun qui n'existe que de nom. Sinon, what next? Si on donne 48 millions, qu'est-ce qui se passera l'année prochaine? Aucun problème ne sera résolu. On sera simplement en train de repousser les échéances et la situation va simplement empirer. Donc, il faut vraiment des solutions radicales. Le Cameroun n'a pas la capacité aujourd'hui de jouer un championnat professionnel avec 20 clubs ou plus. C'est impossible. En tout cas, merci messieurs d'être venus débattre avec nous. C'est un sujet sur lequel on va forcément rebondir au vu de l'actualité qu'on observe au sein de notre championnat. Merci Claubert, Tchaja Fumba, Paul et évidemment Yves Désiré Ekola. Merci à toute la grosse équipe technique avec Adonis Yamen à la réalisation, Zipierre au son, Landry Yossa derrière les caméras. On n'oublie pas André Totom du côté de Haïti. Merci également à la diffusion. On se retrouve, famille sportive, la semaine prochaine. Au revoir.